J'ai préparé un PowerPoint sur un sujet spécifique. C'est un sujet que nous, on étude, sur lequel on fait la recherche depuis des années chez notre faculté d'architecture du Polytechnique de Paris. Nous, on se trouve dans le sud d'Italie, notamment c'est le talon de l'Italie, donc toute l'Italie s'est appuyée sur notre talon de l'épaule, je plaisante. Et c'est une région typiquement bâtie dans l'histoire avec de la pierre. C'est une pierre de construction, c'est une pierre calcaire avec différentes caractéristiques, un peu plus dure et un peu plus tendre. Donc c'était toute une région bâtie dans l'histoire avec une attention à la pierre. Pour ça, on a imaginé, c'est notre directeur de département, ça fait 20 ans, de faire une école spécifique sur les études de l'architecture en pierre. Donc en Italie, on a ce type de spécificité chez nous, dans notre faculté d'architecture. On a eu une rencontre très importante avec les compagnons du devoir et on a créé une liaison très importante. Il y a des compagnons qui se sont transférés en Italie et on a commencé à faire une aventure de recherche sur la stéréotomie. Bien sûr, je viens à parler de stéréotomie ici dans un milieu de compagnons. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est la stéréotomie, mais moi je vais vous proposer quelques suggestions, je dirais philosophiques, terminologiques. J'espère que je ne vais pas trop m'ennuyer sur ça. Et bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez me poser. Alors, j'ai commencé à faire cette présentation par rapport au sujet qui s'était amené aujourd'hui, les contraintes de l'utilisation de la pierre comme source d'innovation. Donc, si on analyse contraintes et sources, c'est bien sûr du terme paradoxal. Donc, j'ai imaginé de créer 4 sujets paradoxaux pour parler de la pierre et pour essayer d'arriver à vous transmettre quelques suggestions importantes pour la projetation, pour le projet et le dessin en pierre de taille. Donc, je vais vous parler de le paradoxe de la stéréotomie comme source d'innovation. Donc, la stéréotomie, il ne faut pas la voir aujourd'hui, selon ce que je vais vous raconter, comme uniquement une technique pour tailler la pierre, mais c'est toute une sorte d'esprit, de philosophie, qui ça va amener à créer une sorte de nouvelle vision du monde de la construction en pierre. Le premier paradoxe. Donc, le premier paradoxe, c'est le paradoxe de Charles Perrault. Charles Perrault, vous le connaissez, c'est très connu en France, en Italie aussi, dans tout le monde. Et il était le premier à donner une des plus intéressantes définitions de la stéréotomie. Donc la stéréotomie pour Charles Perrault, c'est l'art de se servir de la pesanteur de la pierre contre elle-même et de la faire soutenir en l'air par le même poids qui la fait tomber. Donc, quel est le paradoxe? Le paradoxe, c'est d'avoir ensemble la pesanteur de la pierre avec la légèreté de les formes architecturales qu'on va construire. Donc, l'idée de la stéréotomie à la base de toute l'histoire de la stéréotomie et des gens qui l'ont fait de projets de stéréotomie, c'est de jouer avec ce paradoxe. La légèreté des formes contre le poids de la matière et le poids qu'il fait tenir par forme la légèreté même des structures. Ça, c'est un des exemples plus importants en France. Vous le connaissez, c'est l'hôtel de ville d'Arles. Et donc, cette forme extraordinaire crée paradoxalement de la pesanteur de la pierre contre la légèreté des formes. Donc, ce type de définition poétique, paradoxale et poétique qu'il a donné Charles Perrault, c'est quelque chose qu'il a fait imaginer différentes générations de personnes qui ont été élevées avec les histoires. Le même personnage, Charles Perrault, c'est le personnage il a écrit toutes les histoires poétiques. Donc, les contes de Mamawa, les chaperons rouges et toutes les histoires sont écrites par Charles Perrault. Le même qu'il donne une définition paradoxale de la stéréotomie la plus poétique et la plus expressive du monde. Charles Perrault, il a un frère, c'est Claude Perrault, de l'autre côté. Et Claude Perrault, tout le monde connaît Claude Perrault, c'est le messier qui a, entre guillemets, chassé le grand Jean-Laurent Le Bernin
pour la construction de la façade du Louvre. Donc, vous voyez, dans la période où on a commencé, la France même, il a commencé à se donner une sorte de revanche par rapport à l'Italie, donc à l'architecture romaine, ça commence un débat entre la mise en place d'un système autoréférentiel français avec la façade de Charles Perrault de Claude Perrault contre la façade du Bernin. Donc on arrive à voir un deuxième paradoxe qui est très intéressant par rapport à la construction. Registré dans Chanteloup, qui c'était la personne qui l'a suivi tout le mouvement du Bernin pendant la période qu'il était en France. Donc, il parle, vous pouvez le lire là, d'un paradoxe très important. Les règles, qui c'est quelque chose de subjectif, de universel, a pris donc les règles prises par les hommes, par le maître, le grand maître. Donc, il dit que le Bernin, il souligne un aspect très important. Nous devons suivre trois choses: voir, entendre les grands hommes et les pratiquer. Donc, la constitution de la règle contre le fait de suivre la subjectivité des grands maîtres. C'est un autre paradoxe très important. Si on suit les règles, on ne peut pas suivre la subjectivité des personnes, de chaque maître. Mais dans la fusion de ces deux concepts paradoxaux, on arrive à comprendre que les règles sont faites paradoxalement dans la jonction de plusieurs idées de maître qui créent sa propre théorie. La stéréotomie, on arrive à le problème de la stéréotomie. Donc on a vu comme Charles Perrault, il a donné une définition poétique. Mais le terme stéréotomie, ça sort pour la première fois dans l'histoire, vous le savez, dans le libelle, le libelle de Jacques Courabelle, qui écrit, Jacques Courabelle c'est une des plus grandes appareilleurs, qu'il écrit contre les théories de Girard Desargues. Donc, ce type de guerre très forte entre Courabelle, qui c'était le patron des appareilleurs, donc très relié à la pratique, contre Girard Desargues, qui c'était le géomètre théorique, dans la guerre entre les deux, c'est une guerre très connue parmi les historiens de la science de la stéréotomie. Pour la première fois, dans le livre de Courabelle, ça sort le terme stéréotomie. Donc, pour la première fois, c'est un appareilleur, tailleur de pierre, qui propose le terme stéréotomie. Et dans ce moment-là, tout ce qui avant c'était connu comme l'art de la coupe de pierre ou l'art du trait géométrique, parce que c'était connu comme ça avant, même à partir de la période médiévale, dans ce moment-là, l'art de la coupe de pierre, ça s'appellera stéréotomie. Donc c'est grâce à Jacques Courabelle qu'on a ça. Mais si on analyse le terme, si on se pose la question, où Jacques Courabelle, pourquoi, comment Jacques Courabelle, il a inventé, il a codifié le terme stéréotomie, on va trouver quelque chose de très intéressant et aussi de paradoxal. Et je vais vous montrer ça. Donc, pourquoi, comment un terme formé de deux mots d'origine grecque, stéréotomia, donc stéréo, l'espace, et on va voir de quel espace il s'agit, tomia, taillé, coupé, ça rentre et ça vient formulé dans un appareilleur. Pourquoi ça arrive à faire ça? Donc on arrive au troisième paradoxe. Et ça, je vais vous le montrer à travers des dessins très importants. Si on fait une sorte d'analyse d'un autre sujet de l'histoire de la science humaine, et on arrive à dire comment s'était vu le monde, l'univers, dans la période jusqu'à la découverte de Copernicus, de la conformation de l'espace, on arrive à voir que l'Église, il avait apporté certaines visions faux, tout à fait faux, de l'imagination de l'univers. Ça, c'est une représentation du XVIe siècle,
comme une sorte de tabernacle, ok? Un tabernacle parallélépipède avec la base rectangulaire où il y a l'Ecumène, la terre, où les gens ils ont vécu, avec une très grande montagne, et autour de cette montagne, le soleil, il faisait le tour. Donc quand le soleil c'était derrière la montagne, c'était la nuit, et quand c'était en avant, c'était le jour. Mais la chose plus intéressante, c'est que la voûte du ciel, il s'appelait stéréoma. Donc c'est ça, un point très important. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le stéréoma, ça peut être l'inspiration de Jacques Courabelle pour inventer le terme stéréotomie. Et ça, j'ai fait différentes études par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est le stéréoma? Le stéréoma, c'est la voûte du ciel étoilée. Ok? Donc, quand on parle de stéréotomie, il ne faut pas nécessairement parler de technique de taille de pierre, quelque chose de très, comment dire, je ne voudrais pas dire banal, mais très relié à l'art pratique. C'est quelque chose qui ça s'inspire dans une logique spirituelle très importante. C'est le ciel. Comment couper, comment imaginer la voûte du ciel. Donc, stéréoma, ce que c'est la voûte étoilée, ça vient dans le grec stéréo, donc ça vient dans le grec aster, les étoiles, star, stéréo, aster, qui en latin c'est firmo, le firmament. Et firmo, ça veut dire stable, ferme, immobile, donc les étoiles fixes, donc le firmament, l'étoile fixe, point fixe et solide, qui ça peut être interprété comme un fondament de la discipline. Donc la stéréotomie, c'est la science dans un côté qu'il était expiré dans le découpage de la voûte du ciel, et c'est aussi quelque chose de fondamental, d'un principe fondamental sur lequel basé en discipline. Et ces choses-là, Courabelle, il le comprend très bien parce qu'il l'oppose à la théorie de Girard Desargues. Dans toutes les représentations de la voûte du ciel, on a toujours une image cupoliforme. Donc, l'inspiration de l'art de la coupe de pierre, ce n'est pas une inspiration qui ça peut venir dans quelque chose de pratique, mais c'est une inspiration qui ça vient dans l'imagination et dans la demande sous la forme du ciel. C'est la même racine étymologique qu'il montre ça, et c'est la même expression de graphique qu'il a amené à l'évolution de la discipline. Donc, quel est le paradoxe sur ce type d'interprétation? Que l'interprétation fausse, une erreur de l'interprétation de la conformation du monde, de l'univers, il a créé une évolution extraordinaire de l'architecture. Parce que toutes les voûtes des églises, des espaces voûtés, se sont été expirées dans la vision de la voûte du ciel. Donc dans une vision fausse de l'interprétation du monde. Si on a imaginé le monde couvert d'un ciel étoilé à forme de voûte en berceau ou voûte en coupole, on était inspiré de cette sorte de vision fausse du monde pour la reprendre dans la construction humaine. Donc c'est ça la grandeur de la stéréotomie. Ce n'est pas la grandeur d'une technique de taille. Bien sûr, après ça devient la technique de taille, mais c'est l'inspiration qui ça vient dans le ciel pour développer une discipline. Donc, ce que je veux souligner, c'est que l'inspiration et l'imagination de quelque chose qui ne vient pas dans les choses physiques, terrestres, c'est la source et la force de qui pratique la stéréotomie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que si on réduit seulement en technique pratique, sans oublier, en oubliant toute la résine, toute l'histoire d'où ça vient, on ne va pas être convaincu de notre travail. Donc les inspirations, bien sûr, ça vient
dans l'image de Mosè, il y a toute une histoire par rapport à ça, de la grande couverture du ciel avec une couverture légère. Donc, stéréoma, stéréotomie, coupe de la voûte du ciel. Parce qu'on a imaginé jusqu'en 1600, jusqu'à quand Copernicus et Galileo Galilei, il n'avait pas sorti avec, ils s'en étaient pas sortis avec les imaginations, les théories sur la conformation de l'univers. Jusqu'à là, tout le monde, il a imaginé la construction du monde, encore sous forme de quelque chose de relié à l'image que j'ai montré tout à l'heure. Donc, les fondamentaux de la coupe des pierres. Si on imagine ça, on peut imaginer, on peut comprendre. Si on comprend ça, on peut avoir une clé pour lire et pour comprendre pourquoi les églises et les grandes constructions, les constructions merveilleuses, ils ont été imaginés sur forme de décomposition géométrique de la coupe du ciel. Donc ça, c'est une clé de lecture qui nous fait comprendre pourquoi on a réalisé des espaces importants des églises ou autres à travers ce type de construction. Et il nous fait comprendre comment utiliser des techniques et pourquoi avancer avec la mise au point de nouvelles techniques pour réaliser les géométries du ciel. Et bien sûr, il y a des traités je ne veux pas vous ennuyer sur la décomposition du ciel dans l'Harmonia Mundi de Kepler, où le ciel s'est imaginé avec un découpage infini de portions géométriques bien précises. Et l'image de la découpage géométrique du ciel, avec des tassellations spatiales, ça revient et ça retrouve aussi dans la petite pierre qu'on peut trouver dans le quasi-cristal de la Terre. Donc il y a une relation entre l'image du ciel et l'image de la Terre, sans solution de continuité. Et bien sûr qu'on a utilisé la stéréotomie dans la même période pour représenter le planisphérium et pour représenter la Terre avec les mêmes techniques pour construire les voûtes sous la Terre. Donc il y a une similitude et une relation très forte entre la représentation de l'univers et la représentation des voûtes sous la Terre. Bien sûr, l'évolution de la représentation du monde, il a eu des évolutions. Il a eu l'évolution avec la géométrie topologique. Et donc, avec Einstein, l'expansion du ciel. Donc, si on peut imaginer de continuer d'avoir une source de référence, une source pour l'inspiration, en observant le ciel en dimension supérieure, on peut aussi imaginer de pouvoir travailler la stéréotomie d'aujourd'hui avec des systèmes topologiques qui suivent l'image de l'évolution de la géométrie, toujours dans la représentation du monde. Cette partie que j'ai terminée théorique sur ça me permet de vous présenter certains travaux qu'on a fait avec l'évolution de la géométrie à l'intérieur de la stéréotomie. Donc, grâce bien sûr à ce qui sera le quatrième paradoxe, je vais dire à la fin, grâce à la force du compagnonnage et des entreprises du patrimoine vivant, notamment en France, on a été capable de réaliser certaines choses qui venaient des théories de modélisation et des théories d'évolution virtuelle sur la mise à jour de la stéréotomie. Donc, je vais vous présenter un projet qu'on a fait par rapport à l'interprétation du ciel, par rapport à comment imaginer la complexité de l'espace dans la source d'inspiration. C'était un projet qu'on a fait avec le compagnon Luc Tamborero et la Mecastone pour un petit travail, mais très important. C'était la coupole du bagne turc du premier ministre du Qatar à Doha. Et donc, il a nous demandé à travers, c'était une voûte pour le bagne turc. Donc, on a imaginé d'utiliser les géométries complexes pour voûter ce petit espace de 8 mètres, en imaginant de travailler toujours avec une stéréotomie
entrelacés qu'on avait développé avant et on avait présenté à la Biennale d'architecture de Venise, donc un portail d'entrée. On avait imaginé de travailler sur des pierres qui se entrelaçaient entre eux pour donner, et je retourne à Charles Perrault, pour donner la légèreté formelle par rapport à la pesanteur de la pierre même qu'on a utilisée. Donc l'entrelacement, c'est comme travailler avec les tissus. On a fait des essais de cailloux taillés à la manière de la voûte plate d'abeille qu'on avait analysé dans les traités de stéréotomie français du XVIIe siècle. On a imaginé de travailler avec les logiciels de modélisation 3D avec des déformateurs topologiques, de travailler avec différentes formes, de paramétriser ce type de géométrie qui encastre le ciel entier, de pouvoir jouer avec les logiciels pour comprendre quelles sont les dimensions qui changent, quels sont les différents cailloux qui vont sortir par rapport à le changement paramétrique de la composition. On a imaginé aussi de pouvoir créer une porosité dans la voûte plus grande ou plus petite par rapport à l'exigence de la chambre à couvrir. On a fait des essais de modélisation 3D, des exemples, jusqu'à quand on est arrivé à la définition totale de la voûte. Donc c'est une voûte en coupole avec une partie supérieure qui s'appuie jusqu'à les reins, et la partie des reins à la base, ce sont des monolithes croisés qui reprennent la même géométrie intérieure. On a bien sûr développé, si quelqu'un a la curiosité, on peut expliquer comment sont été faits tous les passages. On a fait aussi des calculs avec des logiciels de calcul statique et mécanique, donc pour comprendre quel est le comportement de cette structure par rapport à le mouvement, les tremblements de terre ou autres questions statiques. Et ça c'est intéressant, ça me plaît beaucoup cette image, parce que le mouvement de la structure, de cette structure entrelacée avec des cailloux très complexes à tailler, le mouvement c'est comme le yin et le yang, je ne sais pas si vous allez voir les couleurs, donc toute la structure, à travers ce type de conformation, il arrive à avoir une torsion, des mouvements de torsion par rapport à la géométrie même. On a construit la structure, bien sûr, avec des coffrages, avec la pose, ici on se trouve à Doha, avec la pose des cailloux, des grands blocs à la base, des monolithes avec la descente de charge verticale et des monolithes à l'intérieur duquel on était croisés la même géométrie des cailloux qu'on a commencé à monter à partir d'Aléren. On a imaginé un coffrage à la manière traditionnelle, un coffrage coupé avec du polystyrène, et sur le polystyrène même on a dessiné exactement les emplacements de chaque caillou. On a mis des portions de polystyrène en épaisseur pour prendre tous les trous, pour arriver à monter parfaitement les cailloux autour de ce coffrage. Ici, il y a la vision du demi-coffrage, parce que c'était coupé à la moitié pour le transport, pour question de transport dans l'avion. La pierre, ça venait au Portugal, prise au Portugal, amenée chez SMBR à Troyes, dans les ateliers SMBR avec toutes sortes de machines à contrôle numérique. On a travaillé chaque caillou, on a fait tout le découpage des pierres, et on a coupé aussi le demi-coffrage. Donc vous voyez tous les emplacements parfaitement signés. Après, tous les matériaux, il est arrivé à Doha, et Luc Tamborero, la Mécasson, avec Arnaud Maillet, ils ont participé, ils ont fait le montage. Donc ici, vous voyez les deux coffrages rejointés, donc avec l'emplacement des couleurs qui vont indiquer parfaitement l'emplacement des pierres. Le montage de chaque pierre avec les couleurs par rapport à les dimensions, parce que on a fait différents essais. Quand on arrive à faire une modélisation géométrique très complexe,
c'est facile à voir une similitude entre deux blocs proches qui ont une différence de petits degrés. Donc il y a tout un programme de montage des structures pour ne pas perdre le temps, pour ne pas faire des fautes de montage. Voilà ici des photos du montage. Ici, justement, vous allez comprendre qu'il n'y a pas une clé de voûte, donc on n'arrive pas à poser la dernière clé. Il y a un secret professionnel sur où s'était fait la dernière clé. Bien sûr, on a décoffré. Et la voûte, c'était merveilleusement bâtie toute seule, c'est tenu dans l'air. Donc, on a raconté le paradoxe de la légèreté et de la pesanteur de les pierres. Parce que l'image qu'on a donnée, parce que les gens, et même notre étudiant chez nous à l'école d'architecture, quand on parle de pierre, souvent on parle de pesanteur, de quelque chose de lourd à sortir à niveau esthétique. Nous, on crée le paradoxe en disant on va utiliser la pierre pour créer quelque chose de plus léger, du béton armé, de l'acier ou du bois même. Donc les gens n'arrivent pas à imaginer ça, mais on peut arriver à créer quelque chose de beaucoup plus léger à travers l'utilisation de quelque chose qui a besoin d'un pesanteur. Donc le premier paradoxe poétique de Perrault, c'est toujours la lumière de notre référence architecturale. On a créé l'interprétation de la voûte du ciel à travers l'imagination, le positionnement des étoiles fixes. Donc l'image de voir le ciel, des points fixes qui ça crée l'image du monde. Ici, bien sûr, le premier ministre du Qatar, il va se faire son bain au-dessous du ciel en pierre. Ça, c'est Luc avec les pierres, chaque caillou. Voilà, ça c'est une photo, parce que l'endroit c'est petit, donc c'est pas possible de faire des photos, mais pour faire voir comment il y a ce type de petite architecture comme un théorème d'architecture. Des autres photos du montage. Ici il y a la poussière. Et par rapport à ce type d'expérience, on a développé beaucoup d'autres projets avec les étudiants à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on a imaginé de faire? De partir des expériences possibles, réalisées, parce que sinon, si on n'a pas la preuve, la démonstration de la possibilité de pouvoir construire, on a développé, on a fait des spéculations sur ce type de sujet, les voûtes étoilées, et en utilisant des logiciels de déformation topologique. Donc, il faut savoir utiliser la géométrie topologique et les logiciels paramétriques qui viennent avec. Et on a imaginé de pouvoir amener la stéréotomie dans un monde nouveau, dans la possibilité de faire quelque chose de nouveau avec la pierre. Pourquoi ça? Bien sûr qu'il y a les questions reliées, mais quelle est l'économicité de ça? Mais pourquoi il faut dépenser beaucoup d'argent pour tailler la pierre comme ça? Mais il y a un problème, c'est vrai tout ça, mais c'est aussi vrai que là, et c'est le quatrième paradoxe, mais je vous le dis maintenant, c'est que la France, pour moi, c'est le quatrième paradoxe de cette leçon, il a les meilleurs tailleurs de pierre du monde, parce que je connais, mais il a la plus mauvaise interaction avec les architectes. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est paradoxal pour moi, parce que avoir la plus grande puissance, je vous le dis parce que de savoir-faire du monde et avoir la mineure interaction avec les architectes, pour moi c'est vraiment le paradoxe de la France par rapport au sujet de l'architecture en pierre. Parce que c'est vrai qu'on peut réaliser des bâtiments, on peut faire tout ce qu'on veut avec la pierre en reprenant l'économicité virtuelle du matériel. Mais c'est aussi vrai que, et je le dis tout le temps, que la vraie puissance du monde relié à la pierre de la France, c'est la capacité d'avoir le savoir-faire, notamment des tailleurs de pierre. Donc c'est le compagnonnage qu'on ne trouve pas dans une autre partie du monde. Donc si moi, architecte, je m'invente quelque chose,
j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui comprend exactement ce que je dis et qu'il est capable de mettre en œuvre certaines choses. Et seulement la France, il faut assurer ça. Ce sont des rêves de construction en pierre. Bien sûr qu'il faut jouer avec des dimensions paradoxales, il faut jouer avec des expressions beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on va faire demain ou dans le prochain futur. Mais si on n'a pas des visions d'inspiration pour le futur sur le monde de la pierre, on va être obligé à rester toujours sur une dimension reliée à la... comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot français, avec un niveau bas de se lancer dans le monde de la pierre. Donc il faut vraiment essayer de pousser au maximum pour la défense des compétences qui, en France, à travers la connaissance de la stéréotomie dans les mains des compagnons du devoir, c'est vraiment le pouvoir de la France. Donc on peut imaginer de travailler la pierre, de la plastifier, de la rendre immatérielle, de la travailler avec notre main, avec toute forme possible du monde, et l'amener à l'architecture contemporaine, et l'amener dans des discours d'architecture contemporaine. Ça, ce sont des thèses, des diplômes qu'on a fait avec des étudiantes. On a imaginé de changer beaucoup de situations architecturales avec l'utilisation de la pierre. Ici, c'est un projet en Budapest pour un espace thermal, donc avec des voûtes toujours mises à jour, des voûtes traforées, avec des compositions stéréotomie complexes, qui remontent à la géométrie supérieure du ciel, comme on a dit tout à l'heure, qui peut, comment dire, donner des démonstrations de puissance des entreprises françaises qui sont capables de faire ça. Parce que pas tout le monde il est capable de faire ça. Et ça, il faut le défendre. Il faut le défendre fortement. Avoir la capacité de faire ça et de pouvoir se lancer dans un monde très complexe, c'est la vraie puissance qu'il faut défendre chez la France et chez les compagnons de devoir. Donc chez nous, à l'université, on arrive à travailler de différentes formes. On peut imaginer des espaces incroyables, on peut imaginer de jouer avec toute force des formes. Mais ça, c'est fait pour une démonstration concrète de la capacité de la pierre de pouvoir sortir dans une image de vision traditionnelle et de blocs parallélépipèdes de construction, que ça peut bien sûr ça peut se faire, mais ça se peut se faire avec un esprit réduit de la capacité des hommes de métier. Je vous remercie pour ma présentation et j'ai mis la dernière image en regardant le ciel pour rester sur la terre. Merci pour votre attention.